Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La planète à la fièvre, le réchauffement climatique est bel et bien provoqué par l'homme. Le constat est alarmant. En 2100, la température moyenne aura augmenté de 1,1 degré à 6,4 degrés. Déjà, les dérèglements se font sentir. Ségolène Royal propose une série de mesures pour la jeunesse. À Grenoble, hier soir, la candidate socialiste a annoncé vouloir créer un droit au premier emploi, une carte santé jeune et un permis de conduire gratuit aux nouveaux titulaires de CAP. Devant la justice, 9 personnes atteintes d'un cancer du rein poursuivent l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, l'usine Adiceo, qui utilisait une molécule suspectée de provoquer des tumeurs. La Chine, premier pays au monde pour le nombre de peines de mort prononcées et exécutées. La Chine sur la sellette. Demain, les militants abolitionnistes réunis à Paris lanceront un appel solennel à une trêve. La chanteuse américaine de gospel la plus réputée en France, Liz McComb, est ce soir en concert à Paris. La chanteuse américaine vient de sortir son 8e album, des chansons inédites et d'autres du répertoire. Tous les clignotants sont au rouge, la planète a la fièvre, le réchauffement climatique est déjà en marche, notre responsabilité est en cause. Un bilan en forme de réquisitoire pour les experts mondiaux réunis à Paris. La hausse des températures, celle du niveau des océans, la fréquence des canicules et des cyclones, leur ampleur, eh bien tous ces dérèglements ont déjà commencé avec, avant la fin du siècle, 1 degré à 6 degrés supplémentaires et c'est considérable. Frédéric Monteil, Daniel Lévy. Notre chère planète bleue est en train de virer au rouge. En haut, les hausses de température prévues dans les années 2020. En bas, celles prévues pour la fin du siècle. À ce rythme-là, l'augmentation de la température du globe oscillera entre plus 1,1 degré et plus 6,4 degrés, en moyenne 3 degrés en 100 ans. Il y a une seule chose dont on soit sûr, c'est que les températures vont augmenter quoi qu'on fasse. Même si par magie on stoppait toutes les émissions. Voici les vagues de chaleur françaises estivales observées sur 30 ans. En 2050, elles occuperont tout le pays et dureront plus d'1 mois. Conséquence, les glaciers fondent déjà. Dans les Alpes, certains ont rétréci de 1 à 2 km en un siècle. Le niveau des océans va s'élever de 18 à 59 cm. 40 cm en moyenne. En Charente-Maritime, 50 cm de plus et la mer remontera jusqu'à Rochefort. Certains pays risquent de connaître l'exode climatique. Les impacts du changement climatique dans un pays comme le Bangladesh a peut-être l'implication que 10, 20, 30 000 de personnes doivent quitter les terroirs dans lesquels ils ont leurs fermes, leurs maisons. En fait, des millions d'hommes victimes et responsables. Usines, habitations et transports aggravent l'effet de serre. C'est désormais une certitude fiable à 90%. Dernière preuve en date, en Australie, la grande barrière de corail se meurt, elle blanchit, attaquée par des pluies acides et des eaux toujours plus chaudes. L'urgence est donc là, notre planète est menacée par le réchauffement climatique. À ce constat sans appel des scientifiques, la communauté internationale devra maintenant apporter ses réponses. C'est aux politiques d'agir. Jacques Chirac, devant les représentants d'une 50aine de pays réunis à Paris pour le lancement d'une organisation des Nations Unies pour l'environnement, appelle à une révolution écologique, une triple révolution. On écoute le président de la République. Face à l'urgence, le temps n'est plus aux demi-mesures. Le temps est à la révolution, au sens authentique du terme. La révolution des consciences, la révolution de l'économie, la révolution de l'action politique. Il faut construire un gouvernement, une gouvernance mondiale de l'environnement. L'unilatéralisme, dans ce domaine aussi, mène à une impasse. De même qu'il est la condition de la paix, le multilatéralisme constitue la clé pour un développement durable. Illustration des ravages déjà observés par les experts dans les mers du Pacifique. De légères modifications de température de l'eau ont de grands effets. Avec à peine 1 degré de plus, c'est toute la biologie marine qui est bouleversée. Alain Chalvran, Aaron Diamond. La région de Montré est connue pour être une sorte de paradis maritime, avec ses dauphins, ses baleines, ses orques que l'on vient voir du monde entier. Un paradis d'eau froide en raison d'un courant glacial de l'océan Pacifique, un paradis en danger.
Nous n'avons plus cette remontée d'eau froide comme avant. Et donc, sans eau froide, nous n'avons plus de krill, ces petits crustacés indispensables pour nourrir les baleines bleues. Et ce qui se passe, c'est que ces baleines restent maintenant très au large. Parce que Monterey est un paradis maritime, l'université de Stanford, une des plus prestigieuses des États-Unis, y a installé son laboratoire de biologie marine. Au-delà des microscopes, il y a ce récif, terrain d'expérimentation idéal où nichent 1 millier d'espèces différentes. Dans les années 30, un professeur a mené une étude exhaustive sur ce rocher, y recensant toutes les espèces trouvées. Étude reprise ces dernières années, même rocher, même recensement, et ainsi qu'on le redoutait, on a pu mesurer l'ampleur du changement. Les espèces vivant dans les eaux chaudes venues du sud sont de plus en plus abondantes, mais d'autres espèces disparaissent ou vont en direction du nord où les eaux restent plus froides. Exemple, cette anémone de mer. C'est une espèce qui n'existait pas ici il y a 60 ans, et aujourd'hui elle est dominante. C'est typiquement une de ces espèces du Sud qui ont trouvé ici les conditions pour leur développement. Cette étoile ocre, en revanche, espèce nordiste très abondante dans les années 30, a presque disparu. C'était une espèce importante du récif, un prédateur. Le fait qu'elle disparaisse en abondance peut avoir des effets en cascade sur l'équilibre écologique du récif. Ainsi, entre 60 et 70% des espèces du récif ont changé. Et le plus inquiétant, c'est que la température moyenne de l'eau n'a augmenté en 60 ans que de 8 dixièmes de degré apparemment, donc très peu. De petits changements peuvent avoir de gros effets, et c'est pourquoi il est temps de s'occuper sérieusement de l'accumulation des gaz à effet de serre. Tout système écologique étant extrêmement fragile, celui-ci ne fait pas exception. La disparition des éléments les plus petits peut donc provoquer celle des plus gros. S'agit-il de dérèglement climatique? En tout cas, le centre de la Floride a été victime d'une violente tempête ressemblant à une tornade qui a surpris les habitants dans leur sommeil. Près de Lake City, 14 morts, des centaines de toits arrachés, des maisons détruites avec des vents de plus de 220 km/h. Défense de l'environnement encore avec en France le recyclage des voitures hors d'usage. Plus d'1,5 million de véhicules sont collectés par an. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser tout simplement, mais de les traiter en neutralisant les éléments potentiellement nocifs. Mallory Aounou, Olivier Robert. Elle est venue ici pour mourir. En fait, cette voiture va connaître une nouvelle vie. Depuis mai dernier, les professionnels agréés doivent valoriser 85% du poids d'un véhicule hors d'usage. D'abord, ultime toilette, la dépollution. Pneumatique, batterie. Puis sont extraits les fluides toxiques, huile, liquide de frein ou de refroidissement. On ne peut pas laisser une voiture sur le parc avec soit filtre à gasoil ou soit filtre à huile, c'est interdit maintenant. Certains liquides pourront être brûlés pour produire de l'énergie. Le casseur intervient surtout dans la récupération des pièces détachées, seulement quand elles sont vendables. Une voiture qui rentre chez nous, qui a une moyenne de poids comprise entre 800 et 1 tonne 2, au moment où elle part en broyeur, sort en moyenne dans les 600-700 kg. Le gros du recyclage se fait donc par broyage. Voici le plus important site français, une véritable usine de tri. Par magnétisme, les métaux ferreux sont isolés. 65% du poids d'une voiture redevient acier. Mais ce n'est pas suffisant. La difficulté, c'est la récupération des matériaux non métalliques, en particulier des plastiques, pour atteindre le 85%. C'est tout l'enjeu, valoriser le résidu du broyage, y compris les plastiques nécessitant un tri complexe. Depuis quelques années, ce groupe sait les traiter, les refondre en granulés qui redeviennent pare-chocs ou porte-CD. Une étape vers l'objectif de 2015, valoriser 95% du poids des véhicules. D'ici là, il faudra être capable de récupérer les caoutchoucs, les verres, les mousses et de collaborer avec les équipementiers. C'est à l'éco-conception qu'il faut apprendre à mettre des produits valorisables sur les voitures ou à pouvoir mieux démonter les voitures demain. Un travail environnemental engagé par certains constructeurs, mais ces efforts ne se traduiront que dans une dizaine d'années, quand leurs automobiles arriveront dans les casses. Hier, entre 19h55 et 20h, nous étions appelés à offrir 5 minutes de répit pour la planète. Eh bien, sachez que l'opération a été un succès avec une chute de 1% de la consommation d'électricité en France pendant donc ce laps de temps. À Paris, en dehors de la Tour Eiffel, une dizaine de monuments ont été plongés dans le noir. Même chose à Lyon, Marseille, Toulouse. À Rome, donc, le Colisée était dans l'obscurité.
La France non-fumeur depuis hier dans les lieux publics, il faut s'y faire. Pas de cigarettes sur son lieu de travail, mais des temps de pause que proposent les entreprises pour les accros au tabac mis bout à bout, des heures travaillées en moins. De fait, à chaque société de gérer comme elle l'entend ses pauses avec une certaine vigilance. Romain Messi, Jean-François Meunier. Le pare-brise est tout neuf, la voiture réparée et la pause cigarette bien méritée. À la maison, Xavier Hector est un gros fumeur, un paquet en moyenne. Mais au travail, avec la nouvelle loi qui l'oblige à sortir du bâtiment pour fumer, ce technicien se restreint. Disons qu'en moyenne, je vais fumer par demi-journée, je vais prendre 2 pauses. Avant, comme c'était à l'intérieur, soit on posait sa cigarette, on continuait la voiture, on revenait, on fumait le reste de la cigarette. Honnêtement, je pense qu'on devait prendre 3 ou 4 pauses de plus. Alors ça vous a pris combien de temps cette petite pause tabac? Alors cette petite pause tabac m'a pris environ 5-6 minutes. 5 à 6 minutes qui peuvent peser lourd. 1 heure de travail en volée pour un demi-paquet fumé. Ici, l'entreprise assure ne pas faire la chasse aux pauses tabac, mais garde un œil sur la productivité. Je pense qu'il faut qu'on reste dans un cadre raisonnable, c'est-à-dire à hauteur de 3 à 4 cigarettes par jour. Comment gérer dorénavant les pauses cigarettes? Une question pour toutes les entreprises. La loi assure aux salariés 20 minutes de pause payée pour 6 heures de travail, mais au-delà... Au-delà de l'obligation légale que l'employeur a d'offrir les pauses, soit obligation de la loi, soit obligation de la convention collective, l'employeur peut interdire à un salarié de descendre pour fumer une cigarette. Une décision qui risque fort d'être impopulaire. Alors pour maintenir leurs salariés au travail, les entreprises préfèrent surtout les encourager à arrêter de fumer. J'en viens à ce mouvement des salariés d'Airbus pour protester contre le projet de restructuration de l'avionneur et ses conséquences sociales. Un mot d'ordre de mobilisation a été donné en Allemagne où les employés menacent de retarder les livraisons d'avions pour faire pression sur la direction. En France, plusieurs débrayages comme à Saint-Nazaire, à Nantes, dans la Somme, manifestation à Toulouse et puis l'appel au président de la République, une lettre adressée à Jacques Chirac dans laquelle les salariés font part de leur inquiétude. Climat beaucoup plus apaisé à Dunkerque dans le Nord où le PDG indien d'ArcelorMittal est venu rassurer, pas d'emplois supplémentaires supprimés et puis une production plutôt en augmentation. Marianne Mas, Dominique Mas. La direction du site avait tenu à le préciser, la visite était strictement privée. La première à Dunkerque pour l'Axminittal, une façon de montrer que depuis la fusion avec Arcelor il y a 6 mois, le patron ici, c'est lui. Et ici justement, on attendait cette visite pour être rassuré sur l'avenir et notamment sur le plan d'investissement promis de 800 millions d'euros d'ici à 2008. Le grand patron a voulu apaiser toutes les inquiétudes. Il n'y a rien de nouveau à annoncer. Nous avons des programmes d'investissement en cours. Ce que j'ai simplement fait aujourd'hui, c'est rassurer la direction, les employés et les syndicats que ces programmes suivraient leur cours. On continue donc et au pas de charge, l'Axminittal a ensuite entamé une visite du site. Inaugurée en 1962, l'usine de Dunkerque produit des aciers plats utilisés notamment par l'industrie automobile. Avec 5500 employés, 7 millions de tonnes de production par an, le site est à la dimension du groupe né de la fusion entre Arcelor et Mittal. L'Axminittal l'a réaffirmé aujourd'hui, Dunkerque est considéré comme le cœur de la stratégie du groupe. D'une part, il a affirmé qu'il y aurait continuation au niveau des investissements, donc ça nous soulage en partie. Et en second lieu, qu'il n'y aurait pas de plans sociaux, c'est-à-dire des suppressions d'emplois additionnelles à ce qui a été prévu. Aujourd'hui, il nous a quand même confirmé que c'était l'unité la plus performante du groupe. C'était une unité qu'elle devait continuer à progresser en production et aussi réduire ses coûts de gestion. Une façon d'entériner un plan de la direction qui prévoit 300 millions d'euros d'économies d'ici à l'horizon 2012 pour rester compétitif. Devant la justice, 9 personnes atteintes d'un cancer du rein, décidées à poursuivre l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, l'usine Adesso, qui utilisait une molécule suspectée de provoquer ces tumeurs. Laetitia Legendre. La reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur. C'est ce que viennent chercher 9 salariés de l'usine chimique Adisseo ayant appartenu auparavant à Rhône Poulenc. Des employés dont le cancer du rein a été reconnu comme maladie professionnelle il y a 4 ans. J'ai l'impression qu'ils savaient et puis que, eux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'argent en fin d'année et puis voilà. En 2003, les ouvriers de cette usine de Commentry dans l'Allier, spécialisée dans la fabrication de compléments nutritionnels pour animaux, s'émeuvent du nombre de cancers du rein anormalement élevé au sein de l'entreprise. Un taux 20 fois supérieur à la moyenne nationale. La direction affirme aujourd'hui avoir fait le nécessaire pour protéger au mieux ses employés.
Nous avons toujours mis en œuvre les meilleures pratiques pour nous prémunir d'éventuels risques des produits chimiques depuis la création de l'atelier dans les années 82. C'est la position qu'a défendue notre avocat, c'est pour ça que nous réfutons la faute inexcusable de l'employeur. Mise en cause par certains une molécule utilisée dans la fabrication de la vitamine A, le chloracétal-C5, toxique selon certains experts. À 95%, sur la base des expérimentations sur des cellules, on peut considérer que le C5 est un cancérogène. À ce jour, 25 personnes ayant travaillé chez Adiceo ont contracté un cancer du rein. 9 en sont mortes. Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars. En France, plus d'un salarié sur 10 est exposé à des produits cancérogènes. À Valence, le procureur a reçu aujourd'hui la famille du beau-père de Julien qui s'est suicidé après sa garde à vue et qui est très vraisemblablement hors de cause. Ses proches veulent que la vérité soit faite sur cette affaire. Le procureur qui a reconnu une maladresse, ce sont ses termes, expliquant que Jean-Éric Zemia avait été reconvoqué 2 heures après sa remise en liberté. Du côté de l'enquête, de nouvelles fouilles ont été entreprises avec sur place une centaine de policiers et de gendarmes autour de l'appartement familial. De la prison ferme pour ces trafiquants de bébés bulgares. Les acheteurs des parents en mal d'enfants ont également été sanctionnés, mais dans la majorité des cas, ils ont obtenu un sursis. Yasmina Farber, Stéphane Guillemot. Ce couple avait acheté 2 enfants. Le tribunal les condamne à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Très sévère. Prison ferme pour 2 autres acheteurs. Mais pour 34 parents qui avaient aussi payé leur bébé, la sanction est plus clémente. Justement, c'est ça, vous vous en sortez bien. Ouais, juste 6 mois de sursis, c'est tout. Vous êtes toujours avec votre petit. Toujours. Et alors, vous êtes satisfait de ce jugement? Et comment? C'était un jour béni aujourd'hui. Tous issus de la communauté des gens du voyage, ses parents avaient raconté l'impossibilité pour eux d'adopter en France. Les enfants restent avec eux. Le tribunal a pris en considération la détresse des parents, ce mal d'enfants. En même temps, le tribunal a rappelé la loi, l'interdiction absolue d'acheter un être humain. Sur 23 mères bulgares vendeuses, Ginka était la seule à comparaître. Le tribunal condamne son compagnon et ancien proxénète, mais il relaxe la jeune femme. Tout ça s'est fait dans son dos, donc la justice a bien tranché à mon sens, a vu que cette personne n'était pas coupable, qu'elle était plutôt victime. 11 organisateurs, les marchands d'enfants, sont condamnés de 3 à 6 ans de prison. Certains démarchaient des femmes enceintes en Bulgarie, d'autres touchaient des commissions sur les ventes. C'est la première fois qu'un trafic d'enfants était jugé en France. Les délits de traite des êtres humains et de provocation à l'abandon d'un enfant ont permis de juger vendeurs et acheteurs. Mais les magistrats ont noté un manque. En droit français, la vente d'un bébé n'est pas une infraction. Le juge Van Ruynbeck, renvoyé devant le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de l'affaire Clearstream, met en cause Nicolas Sarkozy, estimant qu'il s'agit d'une décision politique sans surprise. Dominique Verdaillan. Renaud Van Ruynbeck ne décolère pas. Son renvoi devant le Conseil supérieur de la magistrature est, dit-il, une décision politique. Dans le dossier Clearstream, le juge estime être l'une des cibles de Nicolas Sarkozy. Il a eu de cesse de m'agresser dans ses 2 livres qu'il a écrits. Il y a des propos très désobligeants à mon égard. Il a dit sur TF1 il y a 3 mois qu'il était victime de l'alliance d'un corbeau et d'un juge. Bon, j'ai jamais conclu d'alliance. D'ailleurs, il y a un petit détail que M. Sarkozy oublie, c'est que c'est moi qui ai prouvé que les comptes étaient faux. Ça fait des années que je me bats pour essayer de faire sortir des dossiers difficiles. C'est pas le premier showstrap qu'on m'a tendu. Voilà. Donc, mais ça, moi je continuerai à le faire. J'estime que la justice, elle doit être égale pour tous. Une mise en cause que le ministre de l'Intérieur, partie civile dans le dossier, récuse. Que M. Van Ruynbeck lise bien le rapport extrêmement sévère de l'inspection à son endroit. Et il comprendra. Un rapport qui d'un côté égratigne le juge Van Ruynbeck. Sa rencontre en avril 2004 dans le cabinet d'un avocat avec Jean-Louis Gergorin, personnage central de l'affaire des faux listings, s'est faite hors procédure. Un rapport qui de l'autre reconnaît que le juge a agi dans le souci exclusif de la recherche de la vérité. En septembre dernier, le supérieur hiérarchique de Renaud Van Ruynbeck avait remis au garde des Sceaux un rapport qui dédouanait le juge. Aujourd'hui, Pascal Clément justifie la saisine du CSM. Je renvoie M. Van Ruynbeck devant le juge des juges. Et le juge des juges, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas le garde des Sceaux. C'est bien dire que ça n'a rien à voir avec de la politique.
Renaud Van Ruymbeck voit donc sa promotion compromise. Conséquence, il reste à l'instruction, chargé des dossiers politico-financiers les plus sensibles. La campagne électorale avec hier soir à Grenoble la contre-attaque de Ségolène Royal qui n'a pas ménagé le candidat de l'UMP. Ségolène Royal qui a annoncé une série de mesures à destination de la jeunesse. Le détail avec Jeff Wittenberg et Madi Diawara. Attends, lui dit Patrick Menucci, l'homme de confiance qui organise ses meetings. Puis c'est le moment d'entrer dans la foule, une salle bien remplie. Hier, Ségolène Royal voulait faire forte impression, au moins autant que Nicolas Sarkozy dans ses meetings. Notre candidate Ségolène Royal. Car elle s'estime désavantagée. Pour la première fois, s'en prend à certains médias qui, à ses yeux, roulent pour le candidat de l'UMP et veulent la discréditer. Pourquoi il ne faudrait pas changer de candidate? J'entendais ça ce matin. Je leur dis ce soir qu'avec vous, nous n'avons pas peur et que nous resterons debout. Une candidate remontée et excédée d'entendre qu'elle n'aurait pas de proposition. Alors hier soir, au chapitre jeunesse, elle s'est voulue concrète. Création d'un droit au premier emploi, pas plus de 6 mois pour un jeune sans travail ou formation. Possibilité d'un prêt de 10 000 € à taux zéro, permis de conduire payé par l'État pour les titulaires du CAP. Une esquisse de programme qu'elle oppose au contre-modèle, selon elle, de l'UMP. L'ascenseur social, comme le dit Jamel, reste bloqué au sous-sol. Et le modèle que la droite propose à nos enfants soit compétitif, ne pense qu'à toi-même et surtout tais-toi. Ségolène Royal a longuement célébré une France colorée, métissée. Globalement, son discours a plutôt fait mouche. Elle a été plus concrète, elle a fait remonter vraiment ce qu'on lui avait dit. Une France métissée et tout, on n'attendait que ça, quoi. Voilà, nous on fait partie de ce pays et là elle vient de nous, franchement on est contents. Hier, ses supporters ont retrouvé de l'énergie. Le 11 février, quand elle présentera son programme, c'est aux Français que Ségolène Royal veut redonner envie. Dominique de Villepin, en visite officielle en Bulgarie, a manifesté sa solidarité avec les infirmières bulgares condamnées à mort en Libye. Le Premier ministre portait, vous l'avez vu, à son revers un ruban sur lequel était écrit « Vous n'êtes pas seul », écrit donc en français et en bulgare. Dominique de Villepin qui appelle l'Europe à se mobiliser. On l'écoute. Nous ne sommes pas prêts à voir se prolonger le calvaire de ces infirmières. Nous ne sommes pas prêts à accepter que plusieurs années encore elles soient retenues si injustement. Alors ce calvaire, il est important que nous puissions y mettre fin rapidement. En accord avec le président de la République française, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, de bien vouloir saisir ses partenaires européens avec son collègue bulgare les 12 et 13 février prochains, lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères. Nous devons étudier tous les moyens d'obtenir dans les délais les plus rapides la libération des infirmières. À l'occasion du congrès mondial contre la peine de mort organisé par la Ligue des droits de l'homme à Paris, la Chine est au banc des accusés. Elle est le premier pays au monde à utiliser à la chaîne la peine capitale, des exécutions qui alimentent le trafic d'organes. Karine Comazzi, Philippe Jasselin. En 2008, la Chine accueillera les Jeux Olympiques. Vaste fête pour les uns, faute de goût pour les autres. Au moins 4000 prisonniers seraient exécutés chaque année, soit 10 par jour. Une véritable cérémonie organisée dans des stades. L'exécution en Chine est utilisée plus à des fins de terreur, c'est-à-dire d'instiller la terreur dans le cœur de la population, qu'à des fins punitives. Autour du cou du condamné, son crime écrit en grosses lettres. En Chine, 68 chefs d'inculpation sont passibles de la peine de mort. Cela va de la tromperie à l'assurance, au trafic de drogue. Ces campagnes appelées « frapper fort » s'intensifient au moment des fêtes. Le nombre d'exécutés augmentera durant la période que nous commençons maintenant. Entre janvier 2007 et août 2008, pour être sûr que les Jeux Olympiques se passent bien, le gouvernement chinois va se donner tous les moyens pour, comme il dit, maintenir la stabilité sociale. Mais ces exécutions ont une autre finalité, le trafic d'organes. Un commerce lucratif dénoncé depuis 10 ans par les dissidents. En octobre dernier, un reporter britannique filme une transaction en caméra cachée dans le plus grand centre de transplantation. On lui propose pour son père malade un foie, 76 000 €, 3 semaines de délai. Est-ce que c'est vrai que beaucoup d'organes proviennent des prisonniers qui ont été exécutés? Oui, c'est vrai. Les condamnés à mort ont fait de mauvaises choses. En donnant leurs organes, avant de mourir, ils se rachètent auprès de la société. C'est bien.
Le célèbre dissident Harry Wu a passé 19 ans au Laogai, le goulag chinois. Ce trafic d'organes, il le connaît et il consacre sa vie à le dénoncer. La police appelle l'hôpital la veille de l'exécution. L'hôpital prépare tout, le patient receveur et l'ambulance médicalisée. Ensuite, dans l'ambulance, le docteur ne chôme pas. Il coupe. Un rein, un foie, un cœur, une cornée, la peau. Et après, il amène les organes à l'hôpital pour la transplantation. Voilà la procédure. En juillet 2005, le vice-ministre de la Santé a reconnu l'existence de ce trafic pour mieux le réguler, a-t-il promis. Une manière de limiter les abus qui entourent la peine de mort, sans renoncer à l'appliquer. En France, exercice grandeur nature pour ce scénario catastrophe autour d'une raffinerie supposée être en feu. Après une fuite, plus de 500 pompiers, militaires et policiers sur le terrain. L'autoroute A7 a été coupée un moment. Virginie Fichet, Philippe Fivet. Une intervention grandeur nature pour un scénario fictif mais catastrophe. Le théâtre, la raffinerie de Feyzin. La scène, du gasoil qui s'échappe d'une cuve et s'enflamme. Le risque ultime, une explosion qui produirait une boule de feu. Zone hermétique, aucune circulation, tous les points... L'autoroute A7 coupée pendant 20 minutes, 500 personnels opérationnels sur le terrain et dans les rues une atmosphère de ville en guerre. La simulation se veut la plus réaliste possible. Les habitants de l'île aux Rhônes doivent évacuer et rejoindre à pied le... 70 habitants environ sont ainsi évacués vers le gymnase communal, sans panique. Le but est avant tout de tester la communication et la coordination entre les différents acteurs. Ça rassure un peu quand même, d'un côté. Mais bon, il faut voir si en réalité ça va être organisé pareil. À Feyzin, l'exercice n'est pas anodin. L'explosion à la raffinerie qui avait fait 17 morts en 1966 est dans toutes les mémoires. Quand on est maire de Feyzin, j'imagine pas que ce ne soit pas la première de ses préoccupations. De créer toutes les conditions pour que la population se sente en sécurité, à côté d'une installation industrielle majeure, mais en même temps, c'est pour elle, c'est de l'emploi, c'est de la richesse, donc ce n'est pas une installation qui est rejetée. Car au-delà de l'entraînement, pour les autorités, l'exercice a aussi un rôle pédagogique. Il faut que nous apprenions, en quelque sorte, à nos concitoyens les risques véritables qu'ils courent, les moyens que nous avons prévus pour leur porter l'aide qui leur sera nécessaire le moment venu, et ainsi, le risque est mieux accepté. En matière de sécurité, le test du jour n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaque semaine, des entraînements internes ont lieu à la raffinerie de Feyzin. En Bretagne, les bénévoles sont toujours à pied d'œuvre sur les plages souillées par des galettes de fioul et des objets mazoutés. Les élus réclament des aides pour faire face à la pollution. Jacques Deveau, Michel Hiver. La pollution est toujours la même, diffuse, sournoise. Des microboulettes ou des paquets de biscuits englués de pétrole. À chaque marée, il en revient qu'il faut constamment ramasser. Sur les plages, les communes se débrouillent seules. Employés communaux et bénévoles font le travail. Nous, ce qu'on attendait, c'est la présence sur le terrain et puis déjà les bras pour ramasser, quoi. Alors c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, on se sentait un petit peu seul. L'Alcyon, le navire de dépollution de la marine, croise au large. Seul élément visible de l'action de l'État pour l'heure. Le préfet du Finistère a rappelé que la pollution ne justifiait pas le déclenchement du plan Polmar. Le choix n'est pas entre Polmar et pas Polmar pour dire aux maires, soit vous êtes tout seul, soit vous êtes épaulé. Ce que je viens leur dire, c'est que même sans Polmar et même sans déclenchement de moyens massifs qui ne se justifient pas, on ne peut pas laisser les maires tout seuls sur ce sujet-là sans les accompagner. Un peu plus loin dans les Côtes d'Armor, le Conseil général fait constater par huissier la pollution. Alors je peux constater donc la présence d'un paquet de biscuits donc totalement maculé d'hydrocarbures. Autant de preuves à présenter si l'épilogue de cette pollution se déroule devant les tribunaux. Car il est certain qu'il faudra du temps pour venir à bout des milliers de taches de pétrole coincées dans les rochers, du temps et de l'argent. À l'Okirec, la facture s'élève déjà à 4 000 €. Actualité sportive, les championnats du monde de ski débutent demain en Suède à Aar par le Super G masculin, une épreuve où le Français Antoine Denerias fait partie des outsiders. Ambiance dans le camp français la veille de la course, envoyé spéciaux Nathanaël de Rinxin, Régis Maté. Le calme avant la tempête. Le paisible village d'Oré s'apprête à changer de rythme. Pendant l'année, ici, 1 millier d'hommes et de femmes vivent au bord du lac. Pendant 15 jours, ils s'apprêtent à accueillir 100 000 personnes pour les championnats du monde de ski. Notre village est désormais transformé en camp retranché.
Alain est restaurateur à Åre depuis près de 10 ans. Cette compétition va permettre de faire connaître le ski en Suède. La civilisation nous rejoint ici, donc c'est bien, ça vient de partout, d'Angleterre, on a des touristes anglais qui viennent skier. Le côté exotique, bon, il n'y a pas la même panique sur les pistes que dans les Alpes, donc ça devient populaire parce qu'on ne fait pas la queue, on monte, on descend, on monte, on descend. Dans cette région du monde, la température peut atteindre les moins 40 degrés. Ce matin, il fait doux. Le vent et la pluie balayent la piste. Les touristes souffrent, les champions aussi. L'équipe de France doit écourter son entraînement. Cette année, c'est un hiver un peu particulier avec souvent des conditions assez chaudes et conditions de piste un peu particulières. Peu importe la météo. Derrière Antoine Deneria, les Français sont pleins d'ambition. Le titre olympique conquis l'an passé les a décomplexés. Nos ambitions, c'est vraiment de tenter notre chance et puis, bien entendu, on espère glaner quelques médailles, mais bon, c'est du ski alpin, il y a beaucoup de paramètres et on espère que les paramètres seront avec nous. Si depuis quelques années aux Jeux Olympiques, l'équipe de France affiche une réussite insolente, le bilan des championnats du monde est nettement moins flatteur. À Åre, ici en Suède, les Français veulent mettre un terme à 6 ans de disette en accédant à leur premier podium mondial depuis 2001. Et les championnats du monde de ski seront à suivre demain à partir de 12h25 sur France 2. Demain à Rome, c'est l'ouverture du tournoi des 6 nations pour le 15 de France. Un 15 de France qui reste sur un automne douloureux avec 2 lourdes défaites contre les All Blacks et qui en cette année de Coupe du Monde espère démarrer sur une bonne note demain en Italie. Sur place, Christophe Duchéron, Frédéric Basile. Ce matin, les Bleus ont pris l'avion pour l'Italie, avec à bord du travail sur ordinateur, de la lecture de magazines et du jeu vidéo en veux-tu en voilà. Et voilà comment les Bleus ont survolé les Alpes, eux qui ces derniers temps ont un peu de mal à dominer leur sujet. Nous sommes début 2007 et c'est en quelque sorte la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde qui débutera en septembre. L'encadrement du 15 de France a réuni 40 joueurs, une large revue d'effectifs qui va durer 7 semaines, le temps de disputer le tournoi des 6 nations. Bref, il faut jongler avec la concordance des temps, préparer l'avenir et répondre au présent. Ce serait un non-sens en fait de donner une priorité à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire au tournoi ou à la Coupe du Monde, parce que forcément il faut être performant d'abord dans le tournoi pour espérer ensuite faire partie du groupe pour la Coupe du Monde. En cette année de mondialisation du rugby, l'heure est donc à la concurrence. Les Bleus entament le début de la lutte finale, difficile exercice à l'entraînement cette semaine. C'est-à-dire qu'à force de ne pas se trouver, l'équipe de France se cherche, une 3e ligne, une charnière, un arrière, alors que se profile le premier match de l'année face à l'Italie. Une équipe que l'on dit en progrès constant depuis son admission dans le tournoi en l'an 2000. Une équipe dont la plupart des joueurs évoluent dans les meilleurs championnats en France et en Angleterre. Mais une équipe qui reste sur 7 défaites consécutives contre les Bleus, qui malgré tout reste sur leur garde quand se dressent les chauds latins. Il faut jouer libéré face à ces Italiens où on va être attendu, où notre défense va falloir qu'on retrouve notre défense, notre conquête. Et si on a ça, après notre jeu ne sera pas parfait évidemment, parce que c'est le premier match. Pas plus tard que samedi à 14h, la France joue à Rome contre l'Italie. On a beau entamer la dernière ligne droite, on attend les Bleus au premier tournant. Et le match de rugby Italie-France sera à suivre demain à partir de 14h sur notre chaîne. En basket, image étonnante au Texas lors d'un match interscolaire à El Paso. Une étudiante à 2 secondes de la fin de la rencontre a réussi un tir d'anthologie de l'autre bout du terrain, vous le voyez. Elle a marqué un panier pour donner la victoire à son équipe 62-60. Dans la plus pure tradition des chanteuses de gospel, Liz McComb est ce soir à Paris où elle donne un concert. La chanteuse américaine vient de sortir son 8e album, des chansons inédites et d'autres du répertoire. Olivier Lenuzza, Thierry Breton. Il s'agit bien d'une loge et d'une valise de stars. Mais la vedette en question se moque des apparences. Excusez-moi, messieurs. Polie, humble et très pieuse. Louons le Seigneur. Bénissons Jésus. Allez, tous en rythme avec moi. Liz McComb est prête à servir Dieu, à honorer le gospel. Née aux États-Unis, elle est découverte par un producteur français. La France, où Liz McComb donne un concert gratuit à l'Olympia en 1998, en faveur des plus démunis. Un joli geste, la philosophie de l'artiste.
Ici, c'est la misère. Le monde a besoin de gens comme moi, qui apportent la paix et l'amour. Car le monde n'en aura jamais assez. Fille de pasteur, elle a commencé à chanter dans les églises sur les genoux de sa sœur. Aujourd'hui, elle communie sur scène avec la nouvelle génération. 60 élèves de la maîtrise de Paris, encore tout intimidés. Le privilège de chanter avec elle. Elle a une super voix et elle est adorable. C'est une femme hyper généreuse, donc c'est vrai que c'est super. Je crois en Dieu, mais cette musique n'est pas réservée à l'église. Elle qui chanta en première partie de Ray Charles, James Brown, désire sortir le gospel de sa chapelle. Et pourtant, les concerts de Lise McComb conservent quelque chose de sacré. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, une soirée de polar avec un flic téléfilm inédit. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.